Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Je suis très heureux que mes trois invités soient restés avec moi. Professeur Ahmed Damak, professeur European Business School, maître Majid Boudden et Ghazi Ben Salem, consultant en management. Merci à vous trois. Quelle perspective offre la Tunisie d'aujourd'hui à sa jeunesse 6 ans après la Révolution? Comment éviter que des jeunes Tunisiens n'aillent gonfler les rangs de l'État islamique? C'est un sujet de la rédaction signée Zahra Mohamed Moto. Plus de 7000 jeunes Tunisiens partis faire le djihad. Commis en Afrique, en Orient ou encore en Europe, après les récents attentats, la Tunisie est désormais désignée comme un vivier du terrorisme. C'est le plus grand contingent en Syrie et en Irak. Donc c'est catastrophique, certainement. Ça révèle, et vraiment c'est l'expression donc d'un grand malaise. Là, ces gens-là, ils ont fréquenté en Syrie ou en Irak d'autres écoles des terroristes, c'est-à-dire l'école saoudienne, l'école pakistanaise, l'école ouzbek, voilà, l'école tchétchène. Et donc là, ils vont revenir avec un savoir-faire criminel et qui peut nuire à la société tunisienne et à la sécurité en Tunisie. Pourquoi cette grande fragilité de la Tunisie face au terrorisme? À cette interrogation, nombreux sont ceux qui pointent la responsabilité d'Ennahda, parti au pouvoir entre 2011 et 2014. Le gouvernement en place à l'époque des islamistes Ennahda a une grande responsabilité. Et donc il y avait des réseaux. Donc là, il y a une commission d'enquête au Parlement tunisien sur cette histoire. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y avait des réseaux pour faire sortir ces gens-là des frontières. Il y avait des témoignages de gens qui ont eu leur passeport dans 24 heures pour qu'ils puissent voyager via la Turquie. Donc en fait, dans cette période, surtout après 2011, il y avait un axe, la Turquie et le Qatar, surtout la Turquie et le Qatar, qui ont fait tout pour ramener des jeunes tunisiens ou égyptiens ou yéménites ou tout pour aller combattre en Syrie. Depuis la Révolution, des milliers de jeunes sont sans emploi. Des jeunes en colère et la grogne sociale ne fait que croître dans le pays. En particulier dans les régions de l'intérieur qui jugent insuffisante la politique du gouvernement de Youssef Chahed. Même si le taux officiel du chômage se situe autour des 15%, ce chiffre est 2 fois plus élevé chez les jeunes qui n'entrevoient que très peu d'opportunités. Certains ont alors émigré clandestinement, d'autres se sont laissés attirer par les réseaux terroristes. La corrélation entre le chômage et la radicalisation des jeunes tunisiens, ce n'est pas des jeunes tunisiens, une petite partie des jeunes tunisiens n'est pas confirmée, n'est pas prouvée scientifiquement ou objectivement parlant, sociologiquement. Je peux avancer exactement quelques hypothèses sociologiques, bien entendu. En l'occurrence, que le jeune Tunisien qui se trouve sans emploi, avec à la charge d'une famille, des sœurs et des frères à la maison et un avenir qui n'est pas prometteur, c'est vrai, il y a un petit pourcentage qui vit ce dégoût de la vie en Tunisie, qui a le désespoir et une désespérance de retrouver un emploi, et il est poussé vers l'immigration là où il y a des guerres. Il y a des propositions des groupes armés, ce qu'on appelle Daesh, qui leur proposent aussi carrément, en contrepartie de l'argent, en contrepartie un statut. Les jeunes Tunisiens continuent de grossir les rangs de groupes djihadistes en Irak, en Syrie et en Libye. La persistance du malaise économique comme l'un des facteurs. Le 7 mars 2016, des assaillants ont attaqué Ben Gardan, ville frontalière avec le voisin libyen. La plupart des terroristes venaient de cette ville gangrénée par le chômage et la misère. Messieurs, je tiens quand même à rappeler que nous parlons dans cette émission de la Tunisie,
qui n'est pas n'importe quel pays, c'est le premier pays du monde arabe à avoir montré la voie de la révolution, qui a incarné l'aspiration à plus de liberté, et c'est sans doute le pays qui a la jeunesse la mieux formée du continent. Tous les spécialistes sont unanimes là-dessus. Mais commençons quand même notre partie, cette troisième partie, par un débat sociologique. On l'a vu, Ahmed Bargaoui, qui est donc le directeur du Centre d'études stratégiques du monde arabe, dit quelque chose dans l'élément qui vient de passer. Il dit qu'il n'y a aucune corrélation, aucun lien scientifique entre désespoir social et radicalisation. Qu'en pensez-vous, M. Ben Salem? C'est-à-dire que les jeunes Tunisiens qui vont gonfler les rangs de l'État islamique, ce n'est pas forcément pas pauvreté, ce n'est pas forcément pas, comment dire, misère qui s'en vont. Ce n'est pas tout à fait juste. Je pense tout d'abord qu'un pays qui ne croit pas en sa jeunesse ne peut pas croire en son avenir. La Tunisie a été, à un moment donné, il est vrai, un des principaux pourvoyeurs de djihadistes pour l'État islamique. Cela a été fait à cause de deux choses. À cause, premièrement, du soutien et de la complaisance des différents gouvernements qui se sont suivis juste après la Révolution, il faut le dire, et il faut en prendre la responsabilité, et ça a été dit dans votre reportage. Complaisance peut-être, mais soutien, c'est difficile à croire. Si, ah oui, soutien, soutien. Ils les ont aidés à avoir des passeports, ils les ont aidés à partir, ils leur ont programmé de partir en Syrie et autres, et donc il y a eu un soutien réel de la part des différents gouvernements pour que ces jeunes-là partent à faire le djihad en Irak et en Syrie. Bon. En ce qui concerne le désespoir social, vous savez, la jeunesse tunisienne est celle qui a fait cette révolution-là. Elle pensait, en faisant cette révolution, avoir brisé un mur. Elle se retrouve aujourd'hui en face d'un mur encore plus haut. Et donc, face à cette absence de vision, il y a des personnes qui les entourent, soit dans les mosquées, soit dans les cafés, qui les entourent et qui leur disent qu'ils peuvent aller autre part, qu'ils peuvent être payés et qu'ils peuvent avoir, comme on l'a dit, un statut. Et du coup, ces jeunes-là partent, ne se posent pas de questions et partent parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir une autre vie ailleurs. Ce n'est pas forcément adhésion aux thèses de Daesh. Ce n'est pas forcément par adhésion aux thèses. Il y en a qui adhèrent aux thèses. Et que sont les thèses de Daesh finalement? Il y en a qui partent surtout, et on le voit dans le reportage, il y en a qui partent pour changer de vie, pour avoir une autre vie, pour avoir une autre vision. Et ce sont des gens qui leur donnent une vision. Maître Boden, la question devient très complexe finalement. La radicalisation, si on peut appeler ça ainsi, des jeunes Tunisiens qui partent combattre aux côtés de Daesh. La question de la pauvreté, ce n'est qu'un terreau, puisqu'on a trouvé dans ceux qui ont commis l'attentat du Bardo, on a trouvé des chanteurs, des gens aisés, etc. Donc d'une part, il faut partir du fait que cette révolution qui a été faite par les jeunes ont vu qu'elle leur a été confisquée. Il y a eu une déception, il y a eu un rejet, et donc ils sont devenus une proie. Et puis, à l'affût, il y a des forces politiques d'obscurantisme qui ont utilisé ce terreau pour lever cette masse, cette énergie. Mais comment l'expliquer? Ça s'explique par... M. Ben Salem a évoqué un point qui interpelle. Les pouvoirs publics, des responsables politiques ont pu encourager le départ de jeunes Tunisiens vers la Syrie, par exemple, ou l'Irak, pour aller combattre aux côtés de Daesh. Il y a eu un phénomène de géopolitique où certains gouvernements à l'époque ont voulu rentrer dans un jeu géopolitique à l'échelle régionale et ont pourvu ce jeu politique de moyens humains. Et donc ça a été un phénomène, parce qu'il faut voir dans la responsabilité de l'État, encore une fois ici, à la fois ce que l'État fait ou ce qu'il oublie de faire, et c'est ce qu'on appelle l'omission. Et là, le fait de ne pas avoir pris les mesures pour protéger cette jeunesse, c'est en soi engage la responsabilité de l'État et des gouvernements de l'époque. Professeur Damak, parlons un peu avenir, restons positifs. C'est quoi le défi premier aujourd'hui que doit relever la Tunisie pour apaiser sa jeunesse et pour éviter une seconde révolution? Pour moi, le défi essentiel, c'est redonner de l'espoir. Redonner de l'espoir à la jeunesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui montrer qu'il y a des perspectives. Et finalement, la Tunisie est riche que par sa jeunesse et que par ses compétences humaines, finalement.
on le voit en Tunisie, mais on est à Paris, aller faire un tour dans les hôpitaux parisiens, auprès des avocats, dans les consultants dans les entreprises ou dans mon domaine, dans l'enseignement. Vous allez avoir des Tunisiens qui sont très qualifiés, qui sont là, mais qui seraient prêts aussi à revenir contribuer à l'essor du pays. Donc il faut redonner de l'espoir à cette jeunesse et lui montrer que finalement, il y a de la lumière au bout du tunnel. En fait, c'est ça l'idée, c'est que la problématique de la jeunesse, oui, on a besoin d'emploi aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des conditions difficiles, mais il y a aussi besoin de quelque chose à laquelle s'accrocher. Donc voir que le pays va dans le bon sens, voir qu'il y a des réformes pour garantir une transparence, pour aider les gens à investir, pour aider les gens à entreprendre, pour finalement simplifier des procédures. Monsieur Bensalem l'a dit en début d'émission, la réponse doit être économique essentiellement, politique et économique. Et il faut écouter la jeunesse, parce que j'ai assisté il y a quelque temps dans un think tank en Tunisie sur une question ne serait-ce que la réforme de l'éducation. Il y a une démarche qui a été faite, c'était de ramener 70 lycéens de tous les gouvernements. Les solutions qu'ils ont sorties, c'est des solutions qui sont applicables et qui sont mieux que finalement un ensemble de technocrates qui travaillent dans les ministères pour cesser. Donc il faut trouver les solutions et il faut encourager finalement l'initiative et à travers de la transparence, à travers de la simplification de procédures, ramener des investissements dans le pays pour donner finalement de l'espoir aux jeunes qu'il y a un avenir dans le pays. Maître Bouden, vous êtes avocat. Aujourd'hui, Daesh perd du terrain. Et les pays fournisseurs, si j'ose dire, de combattants font face aujourd'hui, comme la France d'ailleurs, au retour d'anciens combattants. Quelle doit être la réponse à apporter? La France fait le choix de jeter en prison tout Français qui revient de l'Irak ou de la Syrie et qui a combattu aux côtés de Daesh. On sait que de nombreux Tunisiens sont partis. Comment l'État tunisien doit-il aujourd'hui, comment la Tunisie dans son ensemble doit-elle aujourd'hui gérer le retour de ces jeunes Tunisiens, de ces jeunes qui sont partis se fouvoyer avec l'État islamique? Il faut appliquer le droit à la fois tunisien et le droit international qui réprime ce genre d'engagement parce que ce sont des actes terroristes. Les jeter en prison? Il faut les juger. Il faut les juger. Oui. Et puis la justice dira son mot. Mais là, on revient au problème de la politisation de la justice. Aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté. Et pour revenir maintenant à la perspective, à la note c'est cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Pour donner l'espoir à cette jeunesse, il faut la confiance et la justice, les deux. On ne peut pas avoir l'espoir sans la confiance. Et la confiance ne peut être... Le garant de la confiance, c'est la justice. Et la confiance, elle se fait quoi? Premièrement, aujourd'hui, il y a une situation économique grave. Difficile. Le pays étant dans une situation de gravat économique. Tout à fait. Bon, donc, il faut relever le pays. Mais on a trouvé des solutions, mais qui, à mon avis, doivent être corrigées. Il y a la loi sur la réconciliation nationale. Tout à fait. Cette loi, initiée par ce projet de loi, bon, dans son essence, il est intéressant. On n'a pas intérêt à jeter des gens en prison, même ceux qui ont voulu. Ce n'est pas l'objectif. Mais il ne faut pas que cela soit un coup d'éponge pour dire que ceux qui ont pris, par exemple, 100 millions il y a 20 ans ou 30 ans ou plus, aujourd'hui, ils vont restituer les 100 millions avec 5%. Que ce soit définitivement aux parents, ça c'est une imposture et ça... Vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure? Non, la mesure est biaisée. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe simple en droit. Ceux qui ont volé doivent restituer le principal plus les produits pendant toute la période. Vous n'êtes pas un peu dans l'utopie, Maître Bouden? Ce n'est pas de l'utopie, c'est exactement le droit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand il y a de l'argent volé, bon, premièrement, il faut le déterminer, donc il faut déterminer les faits, il faut déterminer les responsabilités, et puis il y a des méthodes de calcul qui sont très simples, que nous connaissons tous, qui sont, ça s'appelle la réparation intégrale. La réparation intégrale, il y a des moyens techniques qui s'appellent, par exemple, les discount cash flow method, avec des choses très simples, on arrive à faire rembourser. Monsieur Bensalem, très rapidement, là encore, Maître Bouden évoque un point important. Moi, je me souviens, dans les années 2000, qu'est-ce que Gerhard Schröder a fait en Allemagne? Il a demandé à tous ceux qui se sont rendus coupables d'évasion fiscale, qui sont allés cacher leur argent en Suisse et ailleurs et autres paradis fiscaux, ramenez votre argent, payez 10% et je vous laisse le reste et je ne vous jette pas en prison. Et au bout d'une année, 5 milliards d'euros ça a ramené à l'Allemagne. Pourquoi la Tunisie ne serait pas ça? Et finalement, M. Bensalem,
Je pense que la loi de la réconciliation économique doit être étudiée, doit être revue. Je pense qu'il faut que tous les partis se mettent autour d'une table et qu'ils discutent pour justement arriver à un consensus. Vous savez, la Tunisie a gagné un prix Nobel parce qu'elle a dialogué, justement. Il faut, s'il y a des mesures qui ne sont pas... Maître Bouden, un bon juriste et un bon avocat, est contre toute amnistie. Oui. C'est la réparation intégrale, c'est un principe de droit. On ne peut pas faire de ça un objet de marchandage entre partis politiques où le consensus ne joue pas là-dedans. Pourquoi? Parce que ce sont des biens volés. Les biens volés doivent être restitués et il y a une seule méthode pour les restituer. Très rapidement, vous vouliez finir. C'est cela. C'est la réparation intégrale. Le plus important également, c'est la réconciliation. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un pays qui soit réconcilié avec lui-même, qui soit réconcilié avec ses institutions. Nous ne pouvons pas avancer en laissant de côté des hauts fonctionnaires et des hommes d'affaires qui ont travaillé pour la Tunisie, qui ont volé peut-être. Nous ne pouvons pas les laisser de côté. Il faut s'unir et il faut relever les défis ensemble. Mais il ne faut pas les laisser de côté puisque personne ne veut les mettre en prison, ni les c'est tout simplement, c'est de l'indu. C'est quelque chose qui a été pris de façon indue. Il faut le rester. Surtout que maintenant, le FMI, vous vous rappelez avec le FMI dans une des positions claires du FMI, il ne veut plus donner des financements à des pays qui abandonnent des créances à des privés quand ils sont volés. Ça, c'est arrivé en Afrique à plusieurs reprises. Et il y a eu pour la Tunisie la même chose. Donc, il faut revenir à des choses basiques. Et puis, il faut que tout le monde se rassemble. La réconciliation, oui, mais sur des bases claires. Ça s'appelle la réparation intégrale du préjudice subi par le discuter. Dites-vous, professeur Ahmed Damak, votre dernier mot, s'il vous plaît, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Le dernier mot, revenons sur deux thèmes qui ont été abordés, c'est que la révolution tunisienne est encore à 6 ans, est encore en construction, donc il y a des instances, les gens sont en train de se réhabituer, se réapproprier cette liberté, cette démocratie, et c'est un acquis à préserver. Maintenant, le deuxième volet à bâtir, c'est l'espoir économique à travers des réformes courageuses pour réinsuffler cet espoir au sein de la jeunesse du pays. Nous espérons effectivement que votre appel, de même que celui de vos deux co-débatteurs, est entendu. Ahmed Damak, vous êtes professeur à European Business School, membre du parti Al-Badil et Tounzi, merci d'avoir participé à ce débat sur la Tunisie. Ghazi Ben Salem, consultant en management, merci à vous également d'avoir participé à ce débat sur l'avenir de votre beau pays, la Tunisie. Maji Bouden, avocat au barreau de Paris, merci à vous, maître Bouden. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.